Céleste Mano était une jeune femme de 23 ans vivant en Australie et travaillant dans un centre d'appel. Elle avait le cœur sur la main et donc lorsqu'un jour elle a été missionnée de renvoyer un des employés, elle a décidé de le faire avec énormément de tact. Malheureusement, cette gentillesse va la mener tout droit vers un véritable enfer. Et l'homme fraîchement renvoyé va tout doucement commencer à tomber amoureux d'elle. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Céleste Mano, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une histoire qui me tient tellement à cœur. J'étais vraiment très contente en soi de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Pour la petite histoire, j'ai regardé récemment la série Mon petit renne que vous connaissez peut-être. C'est une série qu'il y a sur Netflix. Je vous en dis pas trop, mais ça parle de harcèlement, d'obsession, parfois amoureuse d'une personne envers une autre. Cette série m'a énormément touchée, vraiment, je l'ai adorée. Et je me suis dit que comme justement en ce moment, grâce à ça, on parlait d'harcèlement, eh bien, j'allais vous parler d'une histoire qui allait un petit peu dans cette même veine. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est aussi très récente. Le procès s'est terminé en 2024, au début de l'année 2024. J'espère que ça vous intéressera, mais vraiment, cette vidéo me tient particulièrement à cœur. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui le feront, merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, vraiment, vous me faites très très chaud au cœur, merci pour tous vos commentaires. Enfin voilà, maintenant que tout ça est dit, eh bien, lançons-nous dans cette triste affaire. Céleste Mano est née le 22 novembre 1996 à Melbourne, en Australie, et a grandi avec ses parents Tony Mano et Hadji Dimoro. Elle avait également un frère aîné qui s'appelait Alessandro. Céleste était une enfant pleine de vie. Elle aimait énormément danser et à l'école, elle avait toujours été une jeune fille populaire et très appréciée. Elle avait donc beaucoup d'amis, mais malgré tout, elle a toujours tenu à rester très proche de sa famille, notamment de Hadji, sa maman. En 2019, Céleste avait alors 23 ans, mais elle vivait toujours avec ses parents. Et pour vous dire à quel point elle était proche de sa maman, eh bien, Hadji la mettait toujours au lit le soir. Je trouve ça vraiment mignon parce que tous les soirs, sa maman venait lui parler un petit peu avant qu'elle s'endorme, aller voir si tout allait bien, et puis ensuite elle la laissait dormir. Enfin voilà, c'était un petit rituel qui montre à quel point elles étaient proches et à quel point le lien mère-fille était vraiment très fort. Sinon, mis à part ça, en 2019, Céleste travaillait dans un centre d'appel et avait d'ailleurs gravi les échelons de l'entreprise jusqu'à devenir chef d'équipe. Elle n'avait pas vraiment fait d'études supérieures, elle avait été diplômée de son école secondaire et puis après ça, elle avait décidé de se lancer dans la vie active, mais malgré tout, elle avait trouvé un travail qui la mettait en valeur et qu'elle aimait beaucoup. Mais bon, autant vous dire que même si son travail était en partie assez joyeux, elle aimait ce qu'elle faisait, il y avait quand même certaines choses qu'elle aimait un petit peu moins. Pour vous donner un exemple concret, au mois de juin 2019, Céleste avait dû licencier l'un des employés de la boîte et l'avait même raccompagné hors du bâtiment. L'employé que Céleste avait licencié était un homme qu'elle ne connaissait pas vraiment, elle ne l'avait jamais vu auparavant. Malgré tout, elle avait un grand cœur et donc elle avait vraiment eu pitié de lui. Avant de le laisser partir, elle avait alors vraiment tenu à s'excuser auprès de lui et vraiment, elle avait été très gentille. D'ailleurs, à un moment, elle lui a tendu la main pour lui dire au revoir, mais à ce moment-là, ça va être un petit peu bizarre parce que l'homme, donc qui venait d'être renvoyé, ne va pas vraiment lui donner sa main, il va plutôt l'attirer vers elle et il va lui faire un bisou sur la joue. C'était assez étrange, c'était pas comme s'il lui faisait la bise, c'était pas du tout ça, c'était vraiment un bisou presque un peu sensuel, comme s'il la draguait en fait. Évidemment, si je vous raconte ça, c'est parce que vous allez voir, cette histoire n'est pas du tout anodine et va avoir de lourdes conséquences dans la vie de Céleste. En fait, cet homme s'appelait Luei Nader Sako, il avait 35 ans et cette première rencontre entre lui et Céleste serait finalement très loin d'être la dernière. Céleste, elle, avait en tout cas été assez perturbée par cette rencontre avec Luei et le fait qu'il lui ait fait un bisou sur la joue au lieu de lui serrer la main l'avait quand même pas mal embarrassée. D'ailleurs, le soir même, elle avait décidé d'en parler à sa mère en arrivant à la maison et sa mère lui avait alors dit que selon elle, l'homme avait sans doute un petit béguin pour elle. Mais en soi, Hadji, donc sa maman, lui a dit de ne pas s'inquiéter, c'était rien de grave. C'est vrai que Céleste était une fille extrêmement jolie et c'est vrai qu'elle se faisait quand même beaucoup draguer. Donc voilà, en soi, sa maman lui disait comme
bah, c'est un de plus, t'en fais pas, il n'y a rien de trop bizarre là-dedans. Effectivement, après ça, eh bien Céleste s'est sentie rassurée, elle s'est dit que oui, l'homme avait peut-être eu des sentiments pour elle à ce moment-là, mais rien de plus, ou en tout cas rien de très alarmant, et donc elle est passée à autre chose. D'ailleurs, il faut savoir qu'à ce moment-là, Céleste avait commencé à sortir avec un homme qui s'appelait Chris Ridsdale et qui travaillait également dans le même centre d'appel. Les deux s'entendaient vraiment bien, ils formaient un joli couple, c'était vraiment une très belle relation, et Céleste se sentait très contente d'être avec lui. Mais voilà, quelques jours seulement après le licenciement de Luei, Céleste a reçu un message sur Instagram de sa part. Alors, voici ce qu'il lui a écrit. « Je ne peux pas arrêter de penser à toi. Je n'arrive pas à sortir tes yeux et ton magnifique sourire de ma tête. » Bon, là, Céleste a quand même un peu paniqué et a directement décidé d'en parler à sa mère. Là, encore une fois, eh bien, les deux vont décider de relativiser la situation. C'était juste un petit message. L'homme tentait sa chance, on peut le comprendre, il n'y a rien de grave là-dedans. Donc voilà, la mère et la fille se sont dit, on n'y pense plus, c'est pas grave. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que pendant ce temps-là, Luei commençait à avoir une véritable obsession pour Céleste. Il a alors commencé à lui envoyer de plus en plus de messages qui étaient tous plus perturbants les uns que les autres. Par exemple, il pouvait lui écrire « Je n'ai jamais ressenti cela pour quelqu'un de toute ma vie » ou encore « Je suis totalement amoureux de toi, captivé et fasciné par toi » ou même « Je te donnerai ma vie et le monde juste pour être avec toi ». Donc là, au final, Céleste a décidé de répondre poliment au message de Luei en lui disant qu'elle ne partageait pas ses sentiments. Elle lui a ensuite demandé de la laisser tranquille parce que tout ça la mettait quand même mal à l'aise et clairement, elle lui a dit qu'il n'avait pas de chance avec elle, qu'elle avait déjà un petit copain. Donc voilà, elle essayait de clore cette affaire. Mais là, malheureusement, eh bien, ce message n'a pas du tout semblé calmer Luei. Il a alors continué à envoyer constamment des messages à Céleste. Et d'ailleurs, au fur et à mesure du temps, ces messages ont commencé à devenir de plus en plus méchants. En fait, parfois, il y avait des messages très romantiques, très mignons, et puis d'autres messages où il s'énervait. Vraiment, on sentait que son obsession commençait à le ravager complètement. Pour vous dire, Céleste avait beau bloquer son compte, la seconde d'après, il recréait un nouveau compte pour continuer à lui envoyer des messages, donc ça ne s'arrêtait jamais. Donc là, on peut vraiment comprendre l'impuissance dans laquelle Céleste se trouvait. Il y avait cet homme qui semblait obsédé par elle, qui créait des comptes encore et encore pour pouvoir lui envoyer des messages vraiment très perturbants. Et donc elle s'est dit, ok, bon, je ne vais plus donner aucun signe de vie, c'est-à-dire que je ne vais plus lui répondre, je ne vais plus bloquer ses comptes, simplement je vais l'ignorer complètement en espérant que peut-être il finisse par se lasser. Mais là encore, eh bien ça ne va pas fonctionner et ça va même rendre les choses encore pires. Luei semblait être désespéré et cherchait donc encore plus de moyens d'atteindre Céleste. À un moment, il lui a d'ailleurs envoyé un long message que je vais vous lire. Il est quand même assez long, mais j'ai vraiment envie de vous le lire dans son entièreté parce qu'on comprend vraiment bien dedans qu'est-ce qu'il peut ressentir pour elle, un petit peu ce qui se passe dans sa tête. Donc voilà, je trouvais ça assez intéressant. Donc, il lui a écrit « Je suis tellement épris de toi que ça en est devenu malsain. Je sais que mes mots ne m'aident pas. Je suis désolée d'avoir été trop insistant, Céleste. Je ne suis qu'un autre prétendant à ton affection. Je suis vraiment désolée de t'avoir mis mal à l'aise. Je voulais juste te parler et je pensais sincèrement que tu m'ignorais. Mon impression de toi a changé. Tu n'es pas différente de la majorité des femmes. Je me souviendrai de toi et de cette leçon toute ma vie et je consacrerai chaque once d'énergie que j'ai à gravir les échelons et à prouver au monde que je suis quelqu'un. C'est ma promesse et c'est mon dernier contact avec toi. » Donc là, ça ressemblait au message final. Les choses auraient dû s'arrêter là. Il semblait se rendre compte, on voit à quel point cette histoire a été loin dans son esprit, à quel point ça a compté pour lui, mais il a l'air aussi de se rendre compte qu'il a été trop loin. Donc là, Céleste se disait « c'est bon, c'est fini, je vais pouvoir souffler ». Mais finalement, après une brève accalmie, eh bien, les messages de la part de Luei ont repris. Là, Céleste ne savait plus quoi faire. Chris, son petit ami, dira plus tard qu'elle avait vraiment peur, qu'elle n'arrivait plus à manger ou à dormir à cause de l'harcèlement incessant. D'ailleurs, la maman de Céleste a elle aussi commencé à avoir très peur. Elle était extrêmement angoissée à l'idée que Luei puisse découvrir où elle vivait. Parce que pour le moment, tout ça, ça se passait sur les réseaux sociaux. Si jamais un jour Luei apprenait où Céleste vivait, où sa famille vivait, qu'est-ce que ça donnerait? Est-ce qu'il irait sonner à leur porte tous les jours? Est-ce qu'il les espionnerait? Est-ce qu'il ferait pire que ça?
C'était vraiment la peur numéro 1 de la famille de Céleste. Donc voilà, c'était comme leur but, c'était de le stopper avant que ça aille plus loin et que ça dépasse les réseaux sociaux. C'est vrai qu'à ce moment-là, quand la mère de Céleste a commencé à céder à la panique, les dynamiques se sont un petit peu inversées et c'est Céleste qui a commencé à rassurer sa maman en lui disant de ne pas s'inquiéter, que ça allait aller, qu'elle allait gérer la situation. Donc voilà, elle a essayé de la rassurer pour essayer de garder toujours ce calme ambiant pour pas céder à la panique totale. Mais bon, au final, 6 mois vont passer en tout avec de l'harcèlement quotidien. Pas un jour ne passait sans que Céleste ne reçoive de messages de l'UA et donc à un moment donné, elle et sa maman ont finalement décidé de se rendre au poste de police local pour déposer un rapport. Malheureusement, la police n'a pas vraiment servi à grand chose ici. En fait, le policier va simplement répondre à Céleste et sa mère que l'UA n'avait commis aucun crime. C'est exactement ce qui se passe d'ailleurs dans la série Monty-Reine. C'est quelque chose qui m'avait énormément choqué, c'est que on peut recevoir 1000 messages par jour d'une personne, tant qu'elle ne menace pas, en soi, elle commet aucun crime. Et donc c'est ce qui se passe ici. Céleste a beau dire qu'elle ne se sent pas en sécurité, qu'elle a peur de cet homme, la police ne peut rien faire. Si ce thème vous intéresse, parce que moi personnellement c'est quelque chose qui me fascine énormément, à quel point on peut être obsédé par une personne, etc. Il y a le livre Les yeux rouges de Myriam Leroy, où Myriam, donc l'autrice du livre, explique justement l'harcèlement qu'elle a subi de la part d'un homme pendant des années. Et là encore dans ce livre on peut voir que la police n'a pas pu faire grand chose. J'ai l'impression que c'est toujours ce qui se répète un peu dans ce genre d'histoire, c'est que la police dit tant qu'il n'y a pas de crime, tant que vous vous êtes pas fait agresser, tant que personne n'est mort, on peut rien faire au final. Et c'est vraiment triste parce que ça arrive souvent et ça se termine quand même assez souvent par un meurtre. Je dis pas tout le temps, loin de là, heureusement, mais il y a quand même beaucoup de cas où ça se termine par un meurtre. Et donc je pense que la police devrait apprendre de ses erreurs, la loi devrait apprendre de ses erreurs et faire quelque chose quand quelqu'un se fait harceler à ce point. C'est une parenthèse, je suis désolée, j'avais juste besoin de m'exprimer sur ce point parce que je trouve ça complètement dingue. En tout cas, au final, l'officier de police a simplement dit à Céleste qu'elle devait tout simplement ignorer l'UA et lorsqu'elle lui a répondu que c'était déjà ce qu'elle faisait, le policier lui a simplement répondu que si elle ne voulait pas se prêter au jeu des réseaux sociaux, elle avait simplement qu'à supprimer tous ses comptes. Donc là en soi, c'est elle la victime, mais ça devrait être elle qui devrait disparaître des réseaux sociaux. Suite à ça, Céleste s'est encore plus sentie impuissante. De plus, ce qui est dingue, c'est que le policier n'a même pas voulu prendre la plainte de Céleste, n'a même pas voulu noter le nom de l'UA, donc il n'y avait de traces nulle part de ce qu'elle avait dit et de cet harcèlement. Et d'ailleurs, après ça, les choses vont encore une fois s'empirer. L'UA avait commencé à suivre Céleste dans la rue et donc grâce à ça, il avait à présent découvert où elle habitait, ce qui était donc la plus grande peur de la maman de Céleste depuis le début. La routine de l'UA était donc à présent d'attendre Céleste tous les jours à son travail en fin de journée et de la suivre jusqu'à chez elle. En plus de ça, il continuait à lui envoyer des messages sur Instagram, messages qui étaient d'ailleurs devenus de plus en plus sexuellement explicite. Là encore, je vais vous en lire certains pour que vous puissiez vous en rendre compte. As-tu déjà eu une bête qui s'est jetée sur toi, Céleste? Je veux m'amuser. Céleste, si tu avais mon corps pendant un jour, que ferais-tu de moi? Une fille célibataire comme toi est vouée à passer d'une à l'autre. Probablement parce qu'au fond, tu sais que tu es une perverse. Donc ça fait de toi une... D'ailleurs, je relève le fait que dans ses messages, il dit qu'elle est célibataire, or elle ne l'est pas, elle a un petit ami, elle s'affiche avec son petit ami. Donc, on voit vraiment que l'UA est dans le déni le plus total. Alors, on s'en doute, mais Céleste et ses proches étaient donc extrêmement inquiets et ils avaient vraiment peur des intentions de l'UA à son égard. Céleste et sa mère ont alors décidé de se rendre à nouveau à la police et cette fois, heureusement, on va un petit peu plus les écouter. Le policier qui a reçu Céleste semblait un peu plus touché par son histoire, surtout qu'ici, on n'était plus simplement sur les réseaux sociaux, mais ça débordait aussi dans la vraie vie, vu que Céleste se faisait suivre et vu que l'homme qui la harcelait connaissait son adresse. La situation paraissait donc plus alarmante et c'est grâce à ça que la police a décidé d'agir un petit peu. L'agent a alors pris la déclaration au complète de Céleste et a noté plusieurs détails sur l'UA Sako. Suite à ça, la police a alors envoyé une injonction d'éloignement à l'UA qui était donc censée l'interdire de contacter ou même d'approcher Céleste.
Ça voulait donc dire que s'il le faisait tout de même, eh bien il serait placé en état d'arrestation. Donc là, Céleste était finalement rassurée par cette injonction, même si sa mère n'était pas vraiment du même avis. Elle a en fait dit à Céleste qu'elle devait continuer à se méfier parce qu'au final, il s'agissait seulement d'un bout de papier, Liu Hei était toujours en liberté et donc elle lui a dit que malgré tout, elle devait continuer à se protéger un maximum. Mais bon, en tout cas, suite à ça, pendant un mois, Liu Hei a semblé la laisser tranquille. Il semblerait donc que l'intervention de la police avec l'ordre d'éloignement avait fonctionné. Mais là encore, ça ne va pas durer longtemps parce que au bout d'un mois de tranquillité, Céleste va finir par recevoir un message extrêmement long où Liu Hei lui demandait d'arrêter de ruiner sa vie. Ce message se présentait comme une lettre de 3 pages, donc je ne peux pas tout vous lire, mais j'ai choisi un petit extrait où vous pouvez voir à quel point il remet en fait toute la faute sur Céleste. S'il te plaît, voilà raison Céleste. S'il te plaît Céleste, la balle est dans ton camp. Il y a un désespoir dans ma voix parce que j'ai peur. J'ai peur que ma vie déraille rapidement. Tout ce pourquoi j'ai travaillé et amélioré semble soudainement disparaître. Mais il est encore temps de faire ça Céleste. S'il te plaît, annule ce que tu as fait. Donc voilà, selon lui, avec cette injonction d'éloignement, Céleste lui avait fait énormément de mal et donc il l'a supplié de la retirer parce que soi-disant ça avait ruiné sa vie. En fait, il lui parlait vraiment comme si Céleste avait fait une erreur et que c'était son devoir de la réparer. À aucun moment, Liu Hei ne va décider d'assumer la responsabilité de ses actes. Et il a clairement accusé Céleste d'être la raison de son mal-être et que c'était à cause d'elle que sa vie était une spirale descendante. À la fin de ce long texte, il écrira d'ailleurs « Toi seul peux mettre fin à ça. Tu peux mettre fin à ces absurdités en retirant l'ordonnance et en mettant fin aux accusations portées contre moi pour harcèlement. Et si tu fais le bon choix Céleste, nous pourrons tous les deux avancer et enfin avoir l'esprit tranquille. » Clairement, avec cette lettre, on comprend que Liu Hei ne se rend compte de rien, qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il fait, qu'il ne se rend pas compte de l'enfer qu'il fait vivre à Céleste. Et on comprend aussi qu'il doit quand même avoir un problème mental. Je ne sais pas si ici on peut dire qu'il souffre d'érotomanie. Donc l'érotomanie, ça va être une personne qui va s'imaginer être en couple avec quelqu'un d'autre. Par exemple, moi je pourrais imaginer être en couple avec Brad Pitt et être persuadée que je suis en couple avec Brad Pitt et penser que voilà, il me trompe avec une autre femme quand je le vois en photo paparazzi avec d'autres femmes. Enfin voilà, c'est un peu ça l'érotomanie, c'est s'imaginer une relation. Ça va plus loin que ça, c'est résumé évidemment. Donc, est-ce que Liu Hei souffrait d'érotomanie ? Je ne sais pas, je ne peux pas le diagnostiquer, je ne suis personne pour le diagnostiquer, mais c'est vrai que ça peut y ressembler, ou en tout cas, il y a certains de ces mécanismes-là. En tout cas, suite à ça, Céleste a appelé la police pour transférer ce long message et donc pour leur dire que Liu Hei avait enfreint son injonction. Suite à ça, il a été arrêté et ce fut évidemment un énorme soulagement pour Céleste et pour sa famille. Liu Hei était pour le moment entre les barreaux et donc clairement Céleste se disait que son enfer était enfin fini et que maintenant elle allait pouvoir tout simplement profiter. Malheureusement, elle ne le sait pas encore à ce moment-là, mais le pire est encore à venir. Mais bon, pendant ce temps où Liu Hei était en état d'arrestation, eh bien Céleste a commencé à profiter de sa vie. Dites-vous bien que ça faisait à présent 1 an qu'elle n'avait pas marché librement dans la rue sans regarder derrière elle et sans avoir peur. Donc là, elle sortait avec son petit ami Christopher, elle allait dans des bars à Melbourne, clairement, elle reprenait goût à la vie. Et puis aussi, elle profitait énormément de sa relation avec son petit ami parce que, avec tout ça, c'est vrai que leur relation était compliquée à gérer, ça allait quand même bien entre eux, mais à présent, elle se sentait beaucoup plus tranquille et donc elle profitait totalement de sa vie de couple. À ce moment-là, on était au mois de novembre 2020 et il faut savoir que un beau jour, eh bien Céleste va sortir dans un bar avec Christopher, avec son copain et ensemble, ils vont prendre une photo pour se rappeler de ce merveilleux moment qu'ils ont passé ensemble. Cette photo est d'ailleurs très touchante, on peut les voir tous les deux très heureux. C'était une journée ensoleillée, tout allait bien et si Céleste a pris cette photo, c'est parce qu'elle avait envie de la mettre sur ses réseaux sociaux, sur Instagram, pour pouvoir enfin s'afficher dans sa relation sans avoir peur. Donc voilà, c'est ce qu'elle a fait en rentrant ce jour-là, elle l'a mise sur Instagram. Malheureusement, ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'entre-temps, Liu Hei était sortie de prison et qu'il espionnait toujours son compte Instagram. Et là, en voyant cette photo, en constatant que Céleste était heureuse avec un autre homme, il s'est mis dans une colère noire et c'est là qu'il va décider de commettre l'irréparable. Mais avant ça, on va revenir un petit peu en arrière et on va quand même se pencher sur la vie de Liu Hei au moment de sa sortie de prison. Il n'y était finalement pas resté très longtemps et à sa sortie, eh bien, il s'était remis à traquer Céleste.
Il surveillait ses publications sur les réseaux sociaux pour savoir ce qu'elle faisait, avec qui elle était et où elle se trouvait. Il a également surveillé sa maison et a même réussi à localiser la fenêtre qui donnait justement sur la chambre de Céleste et donc il la regardait parfois dans sa chambre. Mais à présent, plongeons-nous dans la soirée du lundi 16 novembre 2020. Céleste et Edgy, donc sa maman, étaient seuls à la maison à ce moment-là et comme il était déjà assez tard, les deux se sont dit bonne nuit pour aller se coucher chacune dans leur chambre. Edgy dira plus tard que la dernière fois qu'elle a vu sa fille, elle se tenait à la porte de Céleste et en fait elle lui demandait si elle voulait qu'elle ferme la lampe ou non. Elle se rappelle alors que Céleste lui avait dit de laisser la lampe allumée et qu'elle irait la fermer un petit peu plus tard dans la soirée. Sa mère lui avait donc dit d'accord, puis elle lui avait dit qu'elle l'aimait et Céleste lui avait répondu qu'elle l'aimait encore plus. C'est le dernier souvenir que Edgy aura de sa fille vivante. Ensuite, les heures vont passer, mais un petit peu avant 4 heures du matin, Luei va arriver aux abords de la maison de Céleste, armée d'un marteau et d'un grand couteau de cuisine. À partir de là, tout va se passer extrêmement vite. Il va casser la fenêtre de la chambre de Céleste grâce à son marteau et il va s'engouffrer à l'intérieur et violemment l'attaquer. Edgy, donc la maman qui dormait dans la pièce à côté, va se réveiller d'un coup en entendant la fenêtre se briser ainsi que des cris. Elle va alors courir vers la chambre de sa fille et en ouvrant la porte, elle verra que la fenêtre était cassée mais elle verra aussi qu'il y avait du sang absolument partout. Elle était pieds nus mais elle a quand même couru dans les éclats de verre pour aller jusqu'au lit où se trouvait sa fille. Elle va alors lui demander ce qu'il s'était passé, mais c'est là qu'elle va remarquer qu'elle ne bougeait plus, elle était malheureusement déjà décédée. Edgy avait beau secouer sa fille, l'implorer de ne pas la quitter, malheureusement il était déjà trop tard. Il y avait strictement plus rien à faire pour la sauver et donc à ce moment-là, Edgy a couru vers son téléphone et elle a donc appelé au secours. En l'espace de quelques minutes, les services d'urgence sont arrivés sur place et la police a informé Edgy qu'il s'agissait désormais d'une scène de crime et que sa fille était morte. Après avoir entendu ça, Edgy est rentré dans une énorme crise d'angoisse et a crié « Oh mon Dieu, il l'a tué !» Évidemment, les policiers ont été directement alarmés lorsqu'ils ont entendu Edgy dire qu'elle savait qui avait tué sa fille et d'ailleurs directement, elle donnera le nom de Luei Sako. En parallèle, des policiers trouveront dans la chambre de Céleste l'arme du crime, c'est-à-dire un long couteau de cuisine et en regardant les images de vidéosurveillance de l'extérieur de la maison, ils verront Luei arriver en voiture et repartir quelques secondes plus tard, en entrant en vitesse dans sa voiture et en repartant en trombe. Le corps de Céleste sera ensuite emmené auprès d'un médecin légiste et sur le rapport, il sera écrit qu'elle avait été poignardée 23 fois en seulement quelques secondes. Le coup fatal était celui qui lui avait été porté directement dans son cœur. Il a ensuite été déterminé qu'elle avait été surprise pendant qu'elle dormait. Elle a à peine eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Elle n'a même pas eu l'occasion de se défendre de quoi que ce soit. Vraiment, elle dormait et dans son sommeil, quelqu'un est venu l'attaquer. Mais voilà, ça je vous l'ai pas encore dit, mais juste après le meurtre de Céleste, dans l'heure qui va suivre, Luei s'est rendu lui-même au commissariat de police pour se rendre. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on saura que tout était prémédité, il savait ce qu'il allait faire et il avait prévu de se rendre juste après, c'était son plan. En tout cas, une fois au commissariat, il a demandé aux policiers de lui tirer dessus et a ensuite accusé les forces de l'ordre d'être coupables du meurtre qu'il venait de réaliser. En fait, une chose que la police va quand même noter, c'est qu'il semblait en faire des tonnes. C'était comme si son but était d'échapper à l'emprisonnement pour déficience mentale. Bon, Luei a évidemment été mis en détention provisoire et un procès a commencé à se préparer. Luei va évidemment se revendiquer non coupable et dira donc que tout ça était dû à une maladie mentale. Edgy, la maman de Céleste, a alors décidé de ne pas se laisser faire et elle voulait tout faire pour que l'assassin de sa fille aille en prison. Là, c'est assez fou, mais elle a décidé d'apprendre le droit pour pouvoir se préparer au mieux pour le procès. Mais là, malheureusement, plus elle en apprenait, plus elle était en colère parce que, selon elle, certaines choses écrites dans la loi n'étaient pas justes du tout. Notamment quand elle a compris que, dans la loi, la police ne pouvait effectivement rien faire contre une personne qui en harcelait une autre si elle ne l'avait pas menacée dans ses messages ou à un moment donné. Je veux dire ici, si la police avait agi dès le début, ce drame aurait pu être évité et tout ça mettait alors la maman en colère. En fait, c'est juste ce que je vous dis depuis
depuis le début, si la police avait pu agir avant, si dans la loi il y avait quelque chose qui leur permettait d'agir, eh bien Luei aurait pu être arrêté avant que Céleste ne se fasse assassiner. En tout cas, le procès va finir par s'ouvrir et les audiences vont se succéder pendant 3 ans. Au final, les choses étaient quand même plus difficiles que prévu pour arriver à prouver formellement que Luei savait ce qu'il faisait et que tout ça était prémédité. Mais là, au bout de 3 ans, Luei va décider presque miraculeusement d'enfin plaider coupable du meurtre de Céleste. Il se rendait bien compte qu'il n'arrivait à convaincre personne, que les choses allaient à un moment donné se retourner contre lui, et donc il a finalement décidé de plaider coupable en espérant que grâce à ça, il ait une peine un petit peu moins sévère. Lors de l'audience de remise de peine qui s'est passée au mois de février 2024, donc c'est très récent, la famille de Céleste a tenu à amener sur place les cendres de Céleste. Elles avaient en fait été transformées en une sorte de statue bleue brillante. Alors je sais pas si vous savez, mais aujourd'hui il y a moyen de transformer les cendres d'un défunt en plusieurs choses. Et donc ici, la famille avait donc choisi ça. En tout cas, Luei, qui était à présent âgé de 39 ans, a alors été forcé de regarder ses cendres alors qu'il assistait à son prononcé de la peine. D'ailleurs, au moment où les cendres ont été amenées dans la salle d'audience, Eiji, donc la maman de Céleste, a crié à Luei « Elle est morte, allez voir, vous savez ce qui s'est passé, c'est de votre faute. » Mais bon, à ce moment-là, Luei a simplement détourné le regard. Au final, eh bien, Luei a été condamné à une peine de 36 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. Il n'a montré aucune émotion tout au long de la condamnation et n'a exprimé aucun remords. Par contre, pour la famille de Céleste, cette condamnation a été très dure à encaisser parce qu'elle espérait que l'assassin de leur fille reste en prison jusqu'à la fin de ses jours. En fait, pour eux, la peine prononcée était beaucoup trop clémente. Eiji, la maman, a d'ailleurs tenu à prendre la parole devant la Cour suprême de Victoria. Elle était d'ailleurs entourée du père et du frère de Céleste et elle a exprimé à quel point ils étaient déçus par la justice et les autorités. Eiji dira même: nous avons été obligés de faire confiance à un système dans lequel nous avons perdu confiance il y a 3 ans. Il a fait défaut à Céleste à l'époque et il lui a encore fait défaut aujourd'hui. Ensuite, elle dira en interview que la réforme législative sur le harcèlement qui lui avait été promise après la mort de Céleste n'avait toujours pas été mise en œuvre. Suite à toute cette affaire, elle s'est alors lancée dans un grand combat pour rendre l'harcèlement punissable par la loi. Elle a d'ailleurs déclaré à des journalistes: « J'ai eu 3 ans et demi de rencontres sans fin. Quand ces gens m'ont rencontré, ils ont fait des promesses, des engagements. Ils voulaient commencer par le rapport de la commission de réforme du droit de Victoria sur les lois sur le harcèlement criminel. Le rapport du VLRC a été déposé il y a plus d'1 an. J'ai attendu et attendu jusqu'à ce que je ne puisse plus attendre. J'ai essentiellement réalisé que la porte était fermée. De nombreuses promesses ont été faites, mais aucune n'a été honorée. » Voilà, c'est sur ces mots que je vais terminer cette vidéo. Le combat de cette maman est toujours actif aujourd'hui. Elle se bat pour que la loi progresse et c'est vraiment tout ce qu'on peut espérer. En ce moment, j'ai l'impression que la parole se libère beaucoup sur toutes ces formes de harcèlement que des gens peuvent subir. Et donc, j'espère que voilà, ça fera avancer les choses. En tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en avez pensé, à mettre des petits pouces en l'air, ça me fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!